Salut, le tutoriel d'aujourd'hui va porter sur la régression logistique SEM. Nous allons vous montrer comment est-ce que cette méthode fonctionne et nous allons nous vous montrer comment l'utiliser notamment pour la recherche de facteurs associés. Ces facteurs peuvent être associés à une maladie ou une pathologie ou alors cela peut être des facteurs associés à tout phénomène binaire. Donc binaire, c'est-à-dire un phénomène n'ayant que deux issues possibles. Voilà. Et donc d'entrée de jeu, il faut dire que la régression logistique, la régression logistique simple s'applique au cas où on a une variable qualitative à deux modalités. Variable qualitative à deux modalités qu'on veut expliquer. On peut par exemple expliquer pourquoi on peut tomber malade du paludisme ou pas. On peut par exemple expliquer ce pourquoi un enfant peut prendre la décision d'aller à l'école ou pas. On peut par exemple expliquer l'échec ou le succès à l'école. On recherche un certain nombre de variables qualitatives ou quantitatives que nous appelons ici XK qui peuvent nous permettre d'expliquer notre variable qui est qualitative à deux modalités dans le cadre d'une régression logistique simple. Et il faut ici rappeler que la régression logistique simple est beaucoup plus appliquée dans les cas de la santé. Et donc, on voudrait par exemple procéder à l'identification de facteurs liés à une maladie ou alors de rechercher les causes de décès ou de suivi d'un patient ou alors tout simplement de rechercher les causes d'un phénomène ayant deux issues. La première issue qu'on appelle le succès ou alors une autre issue qu'on appelle l'échec tout simplement. Voilà. Donc, un modèle logistique simple, dans le cas d'un modèle logistique simple, ce qui est de la spécification de ce type de modèle, nous avons une variable à expliquer qui est une variable binaire qui prend la valeur, par exemple, qui prend la valeur 0 si l'événement ne survient pas et la valeur 1 si cet événement survient. Et donc, si on prend par exemple le cas d'une maladie, on dira que le patient est malade. Dans le cas où le patient est malade, notre variable aléatoire Y va prendre la valeur 1 et dans le cas contraire, voilà, notre variable va prendre la valeur 0. Et donc, on suppose que la variable aléatoire, que Y, notre variable d'intérêt qualitatif est aléatoire et que les facteurs qui permettent d'expliquer. Et donc, où est-ce qu'on va rechercher les facteurs? On peut les rechercher des facteurs qui, selon soit une littérature ou alors l'intuition, pourraient expliquer la survenance de notre phénomène. Alors, on recherche à expliquer la survenance d'un événement, d'un phénomène qui est binaire, qui n'a que deux issues. Et donc, on aimerait par exemple connaître la probabilité de succès. C'est ça le principe même de la régression linguistique, estimation de la probabilité de succès. On travaille en termes d'espérance, bien évidemment. Et donc, nous pourrons dire qu'en apprentissage supervisé, l'objectif est de faire la prédiction et d'expliquer une variable catégorielle. Et donc, à partir d'une description, d'une collection de variables descriptives qui peuvent être au nombre de K ou N, selon N étant ou K étant un entier naturel qui peut être bien défini selon la situation. Et donc, il s'agit en quelque sorte, ici, de mettre en évidence la liaison une relation fonctionnelle sous-jacente, donc qui est une relation entre notre variable qualitative binaire qu'on veut expliquer et nos différents facteurs qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Et donc, notre notre relation fonctionnelle dans les cas des modèles linéaires que vous connaissez déjà sûrement, sont supposés suivre une relation linéaire. Or, en réalité,
Dans le cas d'une variable qualitative, il est difficile de supposer qu'il existe une relation linéaire entre notre variable qualitative et nos différentes variables d'intérêt qui peuvent être qualitatives ou alors quantitatives selon le cas. Et donc, pour ces raisons, étant donné que le modèle linéaire n'est pas approprié d'autant plus que notre variable aléatoire ne peut prendre que deux valeurs 0 1, alors que dans le cas du modèle linéaire on est dans une situation où notre variable d'intérêt peut prendre toutes les valeurs possibles sur R, y compris les valeurs négatives. Il se peut qu'il y ait problème, comme on suppose que notre relation prend soit linéaire. Et donc on considère une fonction qui ne prend que deux valeurs, 0 et 1. Et donc la densité est représentée par la fonction f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, qui est bien une fonction qui est telle que notre densité est comprise entre 0 et 1, et y prend essentiellement les valeurs 0 et 1. Et donc, lorsqu'on représente la fonction logistique, on a une courbe qui ressemble à cette courbe qui est à la droite de votre écran. Et donc, pour ce qui est du modèle logistique, en linéarisant cette relation f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, on peut évidemment tirer x comme étant le logarithme de p sur 1 moins le logarithme de p, qui est cette fois-ci, lorsqu'on applique le logarithme, p est compris entre 0 et 1. Lorsqu'on applique le logarithme à cette expression, après avoir linéarisé, qui nous permet de trouver notre x, on trouve effectivement un nombre réel qui peut être négatif ou positif, qui peut prendre toutes les valeurs réelles. Et donc, étant donné qu'on a pu passer d'une probabilité discrète à une forme continue, cette fonction-là, qui peut prendre désormais toutes les valeurs, qu'elles soient positives ou négatives, on peut maintenant, par exemple, appliquer le modèle linéaire à notre nouvelle variable que nous avons créée. Et donc voilà en quelque sorte comment est-ce que on peut passer de notre variable aléatoire discrète ne prenant que deux modalités à une forme linéaire. Donc notre logite, cette fonction là qu'on appelle logite, qui est le logarithme de notre probabilité, puisque étant donné que notre variable aléatoire prend deux valeurs 0 et 1, on peut supposer que notre variable aléatoire y suit une loi de Bernoulli du paramètre p. Voilà. Et donc par conséquent, p étant entre 0 et 1, le logarithme de p sur 1 moins p peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 1. Et c'est ce paramètre p là qu'on veut estimer. P est entre 0 et 1, en appliquant la fonction logistique à P, on tombe sur une forme qui peut être appropriée pour l'utilisation de la modélisation linéaire. Vous pouvez regarder mes précédents tutoriels sur le modèle linéaire SEM, vous allez comprendre beaucoup plus aisément cette relation. Et donc, comment est-ce que le véritable challenge dans cette spécification, c'est de pouvoir estimer nos différents paramètres bêta 0, bêta 1, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça le principal challenge de la régression logistique. Comment estimer nos différents paramètres? Nous allons y répondre d'ici à là. Et donc, nous avons vu dans le cas, comme vous pouvez le constater, si vous n'avez pas regardé mes précédents tutoriels sur la régression logistique, allez-y faire un coup d'œil. Vous allez voir que dans le cas de la régression linéaire, la méthode des moindres carrés était la méthode utilisée, et donc on minimisait le carré des erreurs pour pouvoir trouver les coefficients de notre équation. Et donc, comme étant donné que la régression logistique n'est pas appropriée dans ce cas, nous allons tout simplement utiliser une autre méthode qui est plus appropriée, puisque notre variable y, calculer les carrés des variables binaires, bon, ça n'aurait probablement pas de sens. La raison pour laquelle nous allons
dans le cadre de la régression logistique, on utilise la méthode du maximum de vraisemblance. La méthode du maximum de vraisemblance pour pouvoir estimer nos différents coefficients dans notre modèle logistique. Et donc, comme exemple simple, on peut prendre une variable qui prend deux valeurs possibles, 0 et 1, et une seule variable explicative à titre directif. Cela pourrait être généralisé au cas de plusieurs variables. Donc, on a une seule variable explicative x et on a une variable y qu'on veut expliquer, une variable y qui est binaire qu'on veut expliquer au moyen d'une régression logistique. Donc, on définit la variable yi qui prend la valeur 1 si en cas de succès et 0 dans le cas contraire. Et donc, cette variable aléatoire telle que définie sur une loi binomiale de paramètres, sur une loi de Bernoulli de paramètres 1 et pxi qui est la probabilité du succès. Et donc avec notre pi qui est la fonction logistique qu'on a vu tout à l'heure, cela permet de modéliser notre probabilité de succès ainsi que donnée par la relation qui est là. Voyons que ça s'apparente bien évidemment à notre fonction logistique que nous avons définie lors de notre spécification plus haut. Et donc, restons toujours dans le cas de d'une seule variable explicative x qui a un certain nombre de réalisations x1, x2 jusqu'à xn, comme nous l'avons dit tantôt. Alors, une fois nous avons statué sur notre variable aléatoire qui est discrète, dont la loi de probabilité, c'est la loi de Bernoulli, dont la probabilité correspondante, c'est la probabilité, c'est notre probabilité correspondant à la réalisation d'une loi logistique, telle que vous le voyez à votre écran. Nous pouvons faire donc l'estimation de nos différents coefficients. Et donc, le challenge d'un modèle, d'une régression logistique, c'est l'estimation des coefficients de notre modèle. Sur notre échantillon, on peut calculer la vraisemblance, qui est la probabilité d'observer notre échantillon. Et donc, probabilité d'observer notre échantillon, c'est quoi? Nous avons supposé que notre variable aléatoire suit une loi de Bernoulli, dont le paramètre est calculé selon la loi logistique que nous avons définie plus haut. Et donc, utilisant cette loi de Bernoulli, la vraisemblance de notre échantillon, c'est la probabilité que nos différentes variables aléatoires qui sont supposées indépendantes prennent les valeurs réalisées dans notre échantillon. Et donc, ayant calculé cette vraisemblance-là, en transformant notre probabilité conjointe en produit de probabilité, utilisant l'hypothèse d'indépendance de nos différentes réalisations, on obtient, ayant substitué nos paramètres dans la loi logistique et dans la loi de Bernoulli, nous obtenons notre vraisemblance qui se calcule finalement en fonction de alpha et bêta, et donc on peut calculer le logarithme. L'objectif c'est de maximiser la vraisemblance. L'objectif c'est de maximiser notre fonction de vraisemblance pour pouvoir déterminer alpha 0 et bêta 1, puisque nous sommes situés dans le cas d'une seule variable explicative qu'on peut bien évidemment généraliser au cas de plusieurs variable explicative. Donc on maximise cette fonction de vraisemblance, ce qui nous permet de trouver, étant donné que le logarithme de cette fonction vérifie des bonnes propriétés, on peut donc trouver ce maximum là en annulant les dérivées partielles de cette fonction log logarithme de la vraisemblance, en usant la méthode de Newton-Raphson, qui est une méthode numérique. On peut pouvoir trouver nos paramètres bêta 0 et bêta 1, nous permettant
de trouver les paramètres de notre modèle et plus tard de pouvoir l'utiliser dans notre interprétation. Et dans le cas de deux variables explicatives, notre modèle logit, que nous avons défini plutôt dans ce tutoriel, peut s'exprimer comme un bêta 0 plus bêta 1 xi à chaque fois. Et donc ça s'apparente maintenant à une estimation linéaire, mais une estimation linéaire de notre fonction logit. Et donc, il y a un certain nombre d'hypothèses qu'il faut tester pour pouvoir valider notre modèle. Il faut regarder est-ce que notre modèle est globalement significatif. Autrement dit, est-ce qu'il existe au moins un coefficient dans notre modèle lorsqu'on écrit le logit de notre variable dépendante comme combinaison linéaire de nos variables explicatives. Est-ce que lorsqu'on le fait, on peut supposer qu'il existe au moins un bêta 0 qui soit non nul? Auquel cas, on pourrait tout simplement dire que notre modèle n'a pas de raison d'être, n'a pas de sens. Donc, nos variables choisies ne sont pas du tout des variables explicatives de notre modèle. Et donc, pour pouvoir valider cette significativité globale, on teste l'hypothèse H0, pas de liaison entre Y et les XJ. Et son alternative H1, le modèle a un sens, autrement dit, au moins l'un des coefficients est significatif. Et donc, en calculant le ratio de vraisemblance de notre fonction de vraisemblance sous l'hypothèse nulle et la vraisemblance de notre modèle, on arrive à démontrer que notre grandeur D telle qu'elle est définie là sur une loi du qui2 à 1 degré de liberté. Et cette loi-là nous permet de prendre la décision de rejeter ou d'accepter notre hypothèse nulle, d'accepter l'hypothèse nulle de notre modèle. Donc, cette hypothèse-là sera rejetée lorsque rejetée ou acceptée selon les valeurs que prendront notre statistique de test qui est défini ainsi qu'il suit. Et donc, une fois on a démontré que notre modèle est globalement significatif au moyen du test du ratio de vraisemblance, on peut maintenant interpréter nos différents coefficients. Donc, dans le cas des variables explicatives discrètes, nous allons vous montrer comment utiliser les autres ratios pour naturellement interpréter nos résultats. Et nous avons déjà fait un tutoriel, notamment le tutoriel précédent sur les autres ratios. Ces autres ratios, si vous n'avez pas bien assimilé la de l'autre ratio, vous pouvez rentrer dans ce tutoriel là, essayer de le regarder, mais néanmoins nous allons essayer de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Nous avons par exemple une maladie qui peut être présente ou absente chez des patients. Présence est matérialisée par M, une modalité M, et puis l'absence est matérialisée par M bar, et on a un facteur qui peut être présent et matérialisé par E plus ou absent matérialisé par E moins. Et donc dans notre échantillon par exemple, on peut avoir A personnes qui ont la maladie et qui sont exposées au facteur, et B personnes qui sont exposées au facteur et qui n'ont pas la maladie, tandis que C personnes dans notre échantillon ont la maladie sans être exposées, et des personnes n'ont pas de facteur et ne sont pas exposées à la maladie et n'ont pas le facteur. Donc le ratio se calcule en faisant ces différents ratios là, et donc nous allons voir l'interprétation plus tard dans ce tutoriel. Et donc à titre de remarque, on va remarquer que si notre autre ratio est égal à 1, il n'y a pas d'association entre nos deux variables, entre notre variable explicative y et nos variables expliquer y et la variable explicative x. Lorsque notre ratio est supérieur à 1, on pourra dire que le facteur E plus est un facteur à risque. Autrement dit, lorsque
plus est un facteur à risque dans la mesure où le fait de la présence de ce facteur-là augmente la probabilité de survenance de la maladie. Et lorsque notre O-ratio est inférieur à 1, on va dire que notre facteur est protecteur. Autrement dit, plus le facteur sera abondant, moins le patient sera exposé à la maladie. Le facteur, le patient va augmenter ses chances de développer la maladie. Et donc, lorsque l'autre chose sera égal à 1, si notre test de Ki2 est non significatif, le test de Ki2 dont nous avons fait état plus haut. Pour ce qui est toujours de l'interprétation des coefficients, on doit établir un lien entre l'autre ratio, le modèle logique, et puis les différents coefficients de régression. Si on considère le modèle à une seule variable binaire, on peut tout simplement remarquer que la différence entre la probabilité de succès, le logique de succès et le logique de l'échec, on obtient notre coefficient bêta 1. Et donc, notre odds ratio se déduit de cette relation comme étant l'exponentielle de notre coefficient bêta 1. Donc, l'exponentielle du coefficient peut être interprété comme l'odds ratio défini plus haut. Et donc, notre interprétation identique dans le cas d'un modèle à plusieurs autres variables explicatives. Toujours en ce qui concerne l'interprétation, comme étant donné que notre odds ratio c'est l'exponentielle de notre bêta 1 peut être interprété comme l'exponentielle de notre bêta 1. Lorsque notre odds ratio va augmenter d'une unité, quelle que soit la valeur de x, la probabilité de survenance de notre phénomène va augmenter de l'odds ratio. Et pour prendre un exemple pratique, nous pourrons voir ici que si par exemple l'âge, si on est par exemple dans le cadre d'une variable quantitative, si l'âge est mesuré en dizaines d'années et que l'odds ratio vaut 2, nous allons tout simplement dire que passer de 20 à 30 ans multiplie le risque de maladie par 2. Et donc, ou alors si passer de 60 à 70 ans multiplie par 2 le risque de maladie. Et cela sous-entend une hypothèse forte de log linéarité de x qui est à vérifier, bien évidemment. Et donc, nous pouvons nous imaginer que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment la notion comment est-ce que le modèle logistique fonctionne, comment on peut l'utiliser pour pouvoir faire des interprétations concrètes. Donc, nous espérons que ce tutoriel vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.